très content de vous retrouver. Aujourd'hui c'est samedi et donc c'est évidemment le jour de la vidéo hebdomadaire sur la situation à propos des grèves et des acteurs et scénaristes aux États-Unis. Et c'est une semaine importante pour le coup. Il s'est passé pas mal de choses qui comptent et on va voir ça tout de suite. Pour vous faire un peu un résumé, en gros ce qui s'est passé, faut bien comprendre que en mai, donc quand la grève a commencé, ça a été la fin des discussions entre la WGA, le syndicat des scénaristes, et la MPTP qui représente les studios et les streamers. À partir un peu avant le 11 août, contact a été repris par Carole Lombardini, donc la représentante de la MPTP, des patrons, pour dire bon, faut qu'on reprenne les discussions. Et il y a eu une contre-proposition des studios par rapport aux demandes des scénaristes qui a été faite le 11 août. Et depuis le 11 août, ils se sont vus plusieurs fois pour en discuter. On arrive, sauf qu'il n'y a pas eu d'arrangement. Et il avait été dit que les propositions, pour l'instant, ils voulaient que les discussions restent discrètes, secrètes, histoire de ne pas être polluées par les avis publics et tout ça. Arrivé au 22 août, lundi, un message est envoyé à la WGA, et cet article-là est une conséquence de ça, vous allez comprendre. Lundi, un rendez-vous et de Carole Lombardini contacte les représentants de la WGA et leur dit écoutez, on a des patrons qui veulent vous rencontrer. Et par patron, j'entends le co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, le patron de Disney, Bob Iger, le patron de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ainsi que Donald Langley, donc, qui est la chairman de Universal Film Entertainment Group. Et je vous résume un peu les articles, il y en a plusieurs, je vous mettrai tous les liens, mais je vous les résume un peu parce que sinon ça serait très long, honnêtement, et certainement très imbuvable. Du coup, je me suis tapé l'imbuvable avant, et comme ça je peux vous résumer un peu tout ça. Et donc, ce rendez-vous a été pris pour le mardi, et le message qui avait été donné par les studios, c'était vraiment quelque chose qui disait on veut se rencontrer, il est temps de mettre fin à cette grève, c'est important, et le message, je crois que je l'ai ici, et il dit, donc voilà, là c'est les bandes de WGA qui disent, donc il y avait un message qui disait le temps était était venu de mettre fin à cette grève, et les compagnies sont finalement prêtes à négocier pour un deal. Et donc la WGA, les représentants ont accepté l'invitation, et en toute bonne foi, ils se sont rencontrés donc le mardi soir. Sauf qu'au final, c'est ce qu'ils vont expliquer, au lieu de ça, au lieu donc d'avoir des gens de bonne foi en face de nous, donc sur ce 113e jour de grève, et alors que la SAG-AFTRA, donc le syndicat des acteurs, marche à nos côtés en grève, nous nous sommes retrouvés en face d'une lecture, d'une moralisation en fait, de leur part, de la part des patrons, en gros, qui disait que, mais écoutez, notre proposition de base est géniale, agenouillez-vous et acceptez-la, soyez heureux, évidemment. Et en fait, ce rendez-vous c'était un piège. Tenté, alors je dis bien tenté parce que pour le coup ça a complètement foiré, ce rendez-vous c'était un piège, tenté par les patrons, parce qu'ils leur ont annoncé à la fin de cette réunion, ah au fait, on va rendre toutes nos propositions publiques. Ce qu'ils ont fait 20 minutes après la fin de la réunion. 20 minutes après que les membres, les représentants du syndicat des scénaristes aient quitté la réunion, les propositions avaient été rendues publiques par le biais de la presse. 20 minutes après. Et en gros, la raison pour laquelle, du coup, il y a eu cette réunion mardi, c'est que la MPTP, et donc ses patrons, Iger, Zaslav et compagnie, se sont dit, bah tiens, on va arriver avec nos propositions, on va les rendre publiques juste après, et on va faire passer la WGA pour des gens qui en veulent trop. Et notre but, c'est d'essayer de diviser pour mieux régner. Parce qu'il faut bien penser qu'à côté, on va en parler tout à l'heure, à côté des scénaristes et des acteurs qui, eux, sont en grève, il y a plein de gens qui ne sont pas en grève, mais qui souffrent énormément de ces grèves. Il y a plein de gens qui n'ont pas de boulot à cause de ces grèves. Ils ont beau pas être en grève, les gens qui font les lumières, qui font le son, qui construisent les décors et ainsi de suite. Ça n'empêche qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'il n'y a rien qui se tourne. Donc c'est énormément de gens qui sont en galère. Et là, leur but, au studio, c'est d'essayer de faire penser que c'est ceux en face d'eux qui sont trop tournés vers l'avarice. Évidemment, ça serait pas les patrons quand même, ça se saurait. Donc c'est forcément les scénaristes qui essayent de pouvoir vivre décemment, bien évidemment. Et donc voilà, ça vous résume un peu ce qui s'est passé, sauf que, évidemment, ça s'est retourné contre eux, de plein de manières. Pour vous montrer juste un exemple de à quel point c'est assez hypocrite les propositions des studios, on a un exemple sur les IA. Et en gros, on s'est rendu compte d'un truc,
c'est que l'offre qui est faite... La WGA avait déjà fait une offre sur les IA, que les studios n'avaient pas voulu entendre, et entre-temps, ils sont revenus sur leur décision. Sauf qu'il y a une raison. Il y a une raison toute simple, c'est que, encore vendredi dernier, dans un procès, a été refusé totalement le droit de donner la propriété intellectuelle à une œuvre réalisée par une IA. Ça concernait une œuvre d'art, et un juge fédéral, donc, qui s'appelle Berry Lowell, a débouté un certain Stephen Fowler, qui est le chef exécutif d'une entreprise, un truc de high-tech sur les networks, les réseaux neuronaux. Et donc lui a voulu challenger le gouvernement en essayant de tester un peu les législations sur la réalisation d'œuvres, les créations par des IA. Sauf que la réponse a été non. Non, parce que en fait, il faut qu'il y ait une action humaine, il faut qu'il y ait une main humaine. C'est la définition même de ce qui peut donner une propriété intellectuelle. Et s'il n'y a pas ça, allez vous faire voir en fait. Et du coup, c'est pour ça que les studios veulent pouvoir avoir un humain qui retravaille un minimum ou sélectionne des parties du travail d'une IA, parce qu'il n'y a que là qu'ils pourront avoir une propriété intellectuelle. Si jamais ils sortent un film avec un scénario qui a été fait entièrement par IA, n'importe qui peut reprendre exactement le même scénario, parce que de toute façon, ça tombe dès son exécution dans le domaine public. Dès son exécution. Il n'y a pas d'histoire de 50 ans, de 75 ans, de je sais pas quoi. Si c'est réalisé par une IA, et ça, il y avait déjà eu le cas pour des comics d'ailleurs, pour des BD, des trucs comme ça, mais si c'est fait par une IA, il n'y a pas de principe de propriété intellectuelle, et donc c'est tout de suite du domaine public. C'est-à-dire que directement, je peux lancer un tournage avec le même scénario, et on pourra rien me dire. Donc vous comprenez bien que c'est très emmerdant pour les studios. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un, une main humaine, vienne retravailler. Le problème, c'est que ils peuvent en jouer après. Ils peuvent embaucher n'importe qui acceptera de bosser pour pas cher, lui dire change des tournures de phrases, change des trucs, fais des machins, et bim, on dit que ça y est, c'est bon, ça a été retravaillé. C'est pour ça. Et du coup, c'est très problème. Puis bon, il y a d'autres détails plus techniques, je veux pas trop rentrer dedans, parce que ça va être très compliqué à expliquer, parce qu'il y a un principe, en très gros, pour ceux qui s'intéressent, il y a un principe américain qui fait qu'on peut ne pas être la personne qui crée l'œuvre, mais quand même être considéré comme le créateur en invoquant le principe de work for hire. C'est-à-dire on a embauché quelqu'un pour créer une œuvre pour nous, mais du coup, parce que je suis celui qui a embauché, je suis celui qui a la propriété intellectuelle. Et c'est ce qui... du coup, il pourrait utiliser ça. Donc ça complique encore les choses. Enfin, voilà. On a cet article ensuite de The Wrap qui nous explique... Encore voilà, c'est la WGA qui explique que nous, enfin, il donne pas mal des raisons pour lesquelles en fait les propositions de la MPTP ne sont pas viables et qui peuvent pas dire oui maintenant. Il faut qu'ils continuent le combat en fait. Et donc ils ont donné des détails en plus à propos de la réunion de mardi pour expliquer ce qui s'est passé. Et donc ils disent les contre-offres de ces compagnies, ça n'est pas rien, mais ça n'est clairement pas assez. On va continuer à travailler pour des propositions qui adressent totalement nos problèmes, plutôt que d'accepter des demi-mesures comme celles qui ont été mentionnées, qui ont été voulues par les studios. Et donc, il donne quelques exemples. Par exemple, il y a certaines parties où ils ont accepté des choses, mais pour une petite partie des scénaristes. Ça veut dire, par exemple, ceux qui écrivent de la comédie variété seront couverts par ce que demandait la WGA, mais par contre, il y en a plein d'autres qui ne le seront pas. Donc c'est une victoire pour un petit pourcentage des gens pour qui ils se battent. De la même manière, sur l'AI, comme je viens de vous le dire, où là, pareil, je vous ai expliqué du coup les problèmes. On a aussi, par exemple, alors il y en a plusieurs, hein, il y en a plein, mais voilà, il y en a qui sont assez techniques, mais par exemple, il y a un gros... il y a le problème de ce que je vous disais sur les données des plateformes de streaming, ce qui a toujours été un gros blocage, hein, les plateformes de streaming ne veulent pas que leurs données soient publiques, leurs data, et donc là c'est expliqué qu'effectivement, le but, c'est qu'il y ait 6 membres du staff du syndicat des scénaristes qui aient un accès limité aux data du nombre de viewers, et donc ça serait les heures vues, ça serait pas le nombre de viewers, ça serait les heures vues sur chaque programme, pour les 3 prochaines années, pour qu'on puisse revenir en 2026 pour demander encore une fois des résiduals, donc des royalties, basés sur le viewership. Pendant ce temps-là, aucun scénariste, on ne peut dire à aucun scénariste de la WGA quelles sont les datas en fait sur les projets sur lesquels ils sont. Et encore moins
recevoir des résiduals basés sur ces datas. Ok, vous allez voir des chiffres, mais vous pouvez rien en faire. Allez vous faire voir. Allez totalement vous faire voir. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi pour le coup. Et vous voyez, c'est d'ici, c'est à la fin du rendez-vous donc du mardi avec les patrons que la guilde a été informée que les studios allaient rendre publiques les propositions donc, qui avaient été faites le 11 août. C'est hallucinant, pour que les membres de la WGA puissent les lire. Et sur les médias, sur les réseaux sociaux, et dans des interviews avec The Wrap, des scénaristes ont en gros défoncé cette décision, l'interprétant comme un effort désespéré des studios d'essayer de créer de la division au sein des membres de la WGA et pour endommager la solidarité entre les différents syndicats, c'est-à-dire ceux qui sont en grève et les autres qui ne le sont pas, mais qui sont quand même en train de soutenir ceux qui font grève. Donc vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant pour le coup. Pendant ce temps, on a des gens comme Tony Gilroy, donc le showrunner, le scénariste de Andor, entre autres, qui a fait un discours qui était plutôt très classe pour le coup. Ce qu'on a appris dans ces dernières années, c'est notre valeur. Et les réalisateurs savent. Et les patrons de studio savent. Nous sommes le contenu. Et donc, ouais, c'est Tony Gilroy. C'est à lui qu'on doit Andor. Même les voitures qui klaxonnent, tout le monde qui est avec eux. Ce sont nos idées, avec lesquelles ils remplissent leur parc d'attraction. Ce sont nos personnages sur les boîtes de déjeuner, dans les rayons de jouets. Ils essayent de mettre les guildes, les syndicats les uns contre les autres. Ils essayent de propager la peur, mais ça ne marchera pas. Nous sommes la source, nous sommes ce grâce à quoi les produits sont faits. Et lorsqu'à la fin, il finit par le... No Way Out. Il finit par le No Way Out. No Way Out. Le No Way Out d'Andor qui avait été dit par Andy Serkis. Je trouvais ça assez cool, je voulais vous le montrer quand même. Alors qu'est-ce qu'ils font du coup la MPTP en réponse à tout ça? Eh ben ils ont officiellement embauché, je vous en avais déjà parlé, hein. Ils étaient déjà en discussion avec eux depuis un moment, ils étaient déjà soutenus, enfin ils étaient déjà aidés par des boîtes de PR là depuis quelques temps, mais voilà, c'est officiel, la MPTP, donc les patrons, ont embauché une nouvelle compagnie de relations publiques, vu que la grève continue. Et donc, qui s'y colle, c'est une boîte qui est basée à Washington DC, qui s'appelle The Levinson Group, qui bien évidemment ont refusé de commenter cette nouvelle, on s'en doute, mais donc... bonne chance, franchement, bonne chance. Pour le coup, ça va pas être simple, ça va pas être simple. Mais bon, ils ont une compagnie de PR avec eux. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Alors Discussing Film, ils cartonnent en ce moment, ils arrêtent pas. Chaque fois, ils ont des... Même quand c'est autre chose, il y a des petits termes contre les studios, ils ont toujours un moyen de mettre un petit jab contre les studios, ils ont gagné plein d'abonnés grâce à ça d'ailleurs. Ça leur a bien servi en termes d'image publique. Et donc là, Discussing Film qui nous dit Bob Iger, qui gagne 25 millions et même plus par an, selon des rapports, est personnellement offensé que le syndicat des scénaristes n'ait pas accepté les dernières propositions de la MPTP, qui ne fournissait pas de paye comment dire, raisonnable, ni de conditions raisonnables. Il est personnellement offensé. Mais oui, Loulou. On a tous beaucoup de peine pour toi, Bob, tu sais. On sait que c'est pas facile pour toi et vraiment on est désolé. Les scénaristes demandent à peine un 0,18% de ce que font les studios par an. 0,18%. Et on a les chiffres là, ça a été étudié. Pour Disney, par exemple, ce que ça lui coûterait, ce que les scénaristes demandent, 72 millions. Qu'est-ce qu'ils gagnent? 82,7 milliards. Ça ferait 0,088%. Netflix, 65 millions. C'est ce que ça leur coûterait, les demandes de la WGA. Ce qu'ils gagnent, 31,6 millions.
ça leur demanderait 0,206%, et ainsi de suite. 45 millions contre 43,1 milliards pour la Warner, ça leur ferait 0,1%, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour Amazon, 31 millions contre 514 milliards, ça serait 0,006%. Pour Apple, alors évidemment, parce que c'est les plus riches, Amazon et Apple, donc c'est logique, ça ferait du 0,04%. Parce que 500 milliards, c'est pas que Prime Video, hein, c'est évidemment parce que Amazon. C'est que, je vous l'avais dit il y a pas longtemps, Amazon c'est 500 milliards de ventes directes par an. Donc c'est énormissime, énormissime. Et on parle même pas d'Apple, qui a une quantité de cash hallucinante en banque. Mais donc, Bob Iger est personnellement offensé. J'espère que voilà, vous avez une pensée pour lui quand même. Ah, par contre, pas de bol Bob, avec tout ce qui se passe. C'est la première fois que les actions de Disney sont aussi basses depuis 9 ans. Ils n'ont pas atteint des chiffres pareils depuis 9-10 ans. 83,11$. C'est hallucinant. Voilà, ça faisait, c'est son plus bas en 9 ans. Son plus bas. Et 83,11, je me suis dit, on ne sait jamais, parce que il y a peut-être il y a quelques jours. Donc, j'ai vérifié. Et ça, c'est en ce moment même. Là, tout de suite. C'est à 83,36. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Quand on voit sur les 6 mois, voilà l'état des actions. Félicitations. Alors, on voit la chute sur 5 jours. Pouf. Oh là là. Magnifique. Splendide. Bravo. Bravo Disney. Franchement, c'est absolument splendide. Alors, on a évidemment cet article avec les scénaristes qui défoncent la MPTP à cause de leur décision d'essayer à cause de ce qu'ils ont fait à rendre publiques les propositions pour essayer de diviser tout le monde. Et tout le monde les défonce. Tout le monde les défonce. Quelqu'un qui dit justement, le mot qui vient en tête, c'est désespéré, a dit un des staff writers, un des scénaristes sur un staff TV, qui a été un membre de la WGA depuis 7 ans. Ils essaient en fait qu'on accepte moins que ce qu'on devrait avoir. En gros, ils espèrent qu'on va nous pousser, nos comités, nos représentants, à accepter. Et donc à accepter trop tôt, à accepter trop peu, juste pour pouvoir retourner au travail, et que sinon on aurait l'air de ne pas être raisonnable dans les yeux du public. Et ils espèrent que les gens vont se retourner en fait contre eux, tout simplement. Leur but c'est ça, c'est d'essayer, et en gros de leur faire le dire, non les gars, vous n'avez pas le droit de demander quelque chose, vous n'avez pas le droit de demander qu'être scénariste, ça puisse vous faire vivre. Non, faut pas déconner les gars, c'est pas bien. Vous n'allez pas me demander de pouvoir vivre de votre métier. C'est une honte de faire ça. C'est une honte. Et pareil, c'est aussi pour essayer de leur enlever le support. Alors YATSE, c'est le syndicat de toutes les équipes techniques. Ça veut dire tous les... YATSE, c'est les maquilleurs, ceux qui construisent les décors, les gens qui travaillent le son, qui tiennent les perches micro, qui installent les lumières, et ainsi de suite. Tout ça, c'est les YATSE. Et les Teamsters, c'est tous ceux qui conduisent des véhicules. C'est le chauffeur qui ramène l'acteur de l'hôtel au lieu de tournage. C'est ceux qui conduisent les décors parce qu'il y a un tournage en extérieur et il faut bien ramener les lumières, les caméras et ainsi de suite et machin. Voilà, ça c'est les Teamsters. Teamsters, c'est très large. C'est tous les métiers de conducteurs aux États-Unis, mais avec une partie spécifique pour tout ce qui est cinéma, télé, tout ça. Et ces gens-là aussi perdent beaucoup dans ces grèves. Et on a par exemple David Slack, qui est un ancien membre du bureau de la WGA, qui explique, et ça c'est un truc aussi qui est ouf, faut en parler, une des propositions des studios pour améliorer la situation des scénaristes, en fait en gros c'est que le showrunner sur un programme, sur une série, selon le budget de la série, puisse décider de certaines choses, de donner à certains des scénaristes de l'équipe des postes en fait qui incluent de la production, ça veut dire des revenus en plus, qui puissent dire qu'une partie des scénaristes il y a plusieurs niveaux de scénaristes sur des programmes, et que le showrunner puisse dire tiens, il y en a 3 qui vont être des mid-level writers, c'est-à-dire qu'ils vont gagner un peu plus, ainsi de suite, en gros faire monter petit à petit les gens en grade. Sauf que le problème, c'est que dans les propositions, il n'y a rien qui définit ce qu'est un showrunner. Ça veut dire que déjà, il n'y a pas besoin de déclarer que quelqu'un est showrunner sur un tournage, donc ils peuvent très bien dire qu'il n'y en a pas. Et de deux, ils peuvent très bien dire que n'importe qui l'est. Ils peuvent très bien dire que tel exécutif est le showrunner pour ce programme. Donc c'est une proposition, au final, qui n'a aucun sens, parce que c'est très facile de complètement l'annihiler par une petite finesse technique. Pour que la proposition soit valable, il faut qu'il y ait une définition. Parce qu'on peut très bien dire, normalement, logiquement, c'est celui vraiment en gros, c'est le chef scénariste
qui est censé être le showrunner, comme par exemple Tony Gilroy l'est sur Andor, il est le showrunner. Sauf que de plus en plus, on donne la fonction à des réalisateurs ou même à des execs, et qu'on peut juste dire que celui qui est un peu le chef scénariste, c'est je sais plus le terme exact, mais en gros, c'est le head writer. On peut juste l'appeler, voilà, il n'y a rien qui empêche le studio de juste dire, bah non, vous n'êtes pas le showrunner, vous êtes juste le head writer. Et par contre, cet exécutif X, là, le mec qui est dans le bureau, bah on va dire que c'est lui le showrunner, et bah du coup, il a choisi zéro scénariste qui aura de la production, qui aura des résiduals en tant que producteur, et ainsi de suite. Donc ça n'a aucun sens. C'est des propositions qui n'ont pas de sens, parce qu'elles sont très facilement juste oubliables par les studios. Et ils le font tout le temps de tricher. Ils le font tout le temps de trouver des moyens, de faire croire qu'ils ont gagné moins. Enfin, il y a tellement de techniques qui sont déjà démontrées qu'on ne peut pas leur faire confiance là-dessus. C'est juste pas possible de leur faire confiance, parce qu'ils font déjà tout pour arnaquer tout le monde. Donc c'est juste pas possible. Un des soucis qui va émerger avec les grèves qui continuent, c'est pour les awards, pour les remises de récompenses. Là, par exemple, on a les Emmy Awards qui ont dû être décalés, et donc décalés au 15 janvier 2024. Vu que les grèves continuent encore, le problème, c'est que du coup, les Emmy vont tomber pile au milieu des Golden Globes, des Critics' Choice Awards, qui est aussi un gros prix, des SAG et des PGA nominations, et des nominations des Oscars, juste pour en nommer quelques-uns. Il n'y a pas de précédent comme situation bordélique. Ça n'est jamais arrivé. Tout va arriver en même temps, du coup. Donc de ce côté-là, c'est un bordel pas possible. Une des choses les plus importantes, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui en souffrent de tout ça, surtout. On peut y en rigoler, on peut ceci, on peut cela. Et du coup, voilà, ça, c'est en fait, ça a été fait pour aider en termes de nourriture, de produits essentiels, d'hygiène, de santé, tout ça, pour aider des membres des différents syndicats. Donc, il y a donc comme je vous disais, les équipes techniques, tous ces gens qui normalement travaillent sur des tournages et qui ne peuvent pas travailler. Et donc, il y a quelqu'un là qui dit, nous implorons notre industrie, les leaders de notre industrie et nos têtes de studio de trouver un moyen de faire un deal, d'avoir un arrangement, pour qu'on puisse retourner au travail. Parce que là, il y a des dommages énormes. Et donc, il était bénévole, justement, pour donner de la nourriture et tout ça sur cet événement. Selon Miller, du côté du IATSE, donc le syndicat de toutes les équipes techniques sur les tournages, les membres de ce syndicat, c'est 30 millions d'heures perdues d'emploi. 30 millions d'heures. Depuis le 2 mai. 30 millions d'heures. Ça équivaut à 1,5 milliard de revenus perdus pour ces gens-là. C'est juste énorme. C'est juste énorme pour le coup. Et quelqu'un d'autre qui rajoute, ce n'est pas ce à propos de quoi notre industrie, c'est pas ça notre industrie. Il n'y a personne qui veut être dans cette ligne, ça veut dire en train d'attendre pour des repas, pour avoir de la nourriture et des accessoires, des trucs d'hygiène et tout ça. On a beaucoup de fierté des membres qui travaillent dur dans notre industrie. Et c'est la dernière chose qu'ils veulent faire. Et pour le coup, vraiment, alors je connais pas, j'en ai connu quelques-uns assez peu. C'est un milieu que je connais moins, le milieu des équipes techniques dans le cinéma, la télévision et tout ça, même si j'en ai connu. Mais je peux vraiment voir avec le milieu que je connais par contre assez bien, c'est celui de toutes les équipes techniques dans le milieu de la musique, les redies, les ingés son, les ingés lumière et ainsi de suite. C'est des bêtes de travail. C'est des bêtes de travail. Faut bien comprendre un truc. Les gens qui bossent dans la technique, c'est des équipes. Ils bossent quasiment toujours par équipe. Surtout tout ce qui est lumière, tout ce qui est redies, installation de plateaux, de scènes et tout ça, c'est des équipes. Et je sais que ça se passe là-dedans dans ce domaine-là aussi. C'est des équipes qui sont formées, c'est des boîtes qui ont des équipes. Et il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que ces équipes-là, quand quelqu'un ralentit le rythme, on ne le rappelle pas. Et donc les gens qui font partie de ces équipes et qui en font partie depuis longtemps, c'est des bêtes de travail. C'est des monstres de travail. Donc, clairement, quand je vois ça, c'est des gens qui méritent tellement de bosser, qui sont tellement des bosseurs. Vous imaginez pas, j'ai connu des types, j'ai connu un régisseur, mais qui était comme ça. Il était comme ça. Il était capable de porter un frigo tout seul, le frigo rempli de canettes. Mais parce que ces mecs, c'est des bêtes de travail qui ont l'expérience et tout ça, ils savaient exactement comment il devait se tenir, comment positionner son dos, machin. Il était capable de porter des trucs. Nous, on aurait dû être 2 ou 3 pour le faire. Lui, tout seul, quoi? Comment tu... Et vraiment, voilà, c'est vraiment des bosseurs, ces milieux-là. Et c'est triste de voir que ces gens-là galèrent autant, que c'est aussi difficile. Et, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et pour finir,
pour résumer un peu quelle est l'ambiance en ce moment à Hollywood, je trouvais que cette anecdote était assez parlante. Et donc c'est du Rousseau qui suit pas mal tout ça, qui est un scénariste lui-même, qui dit: un scénariste légendaire m'a parlé aujourd'hui d'à quel point il avait failli poignarder un exécutif de studio dans la tête avec un stylo. Les problèmes sont réels. Ça vous donne un peu l'exemple. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'est l'ambiance en ce moment. On n'a plus qu'à espérer que ça s'arrange vite pour le coup. Enfin voilà, du coup, ce sont les nouvelles pour cette semaine. Bien évidemment, on se retrouvera, des vidéos tous les jours sur la chaîne, mais on se retrouvera la semaine prochaine pour continuer à suivre tout ce qui se passe autour de ces grèves. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager la vidéo. D'habitude, je dis que ça aide énormément pour la chaîne. Là, c'est plus pour le sujet, en vrai, que j'ai envie que ce soit partagé. Ou d'autres, quoi que ce soit d'autres qui parlent de tout ça. Mais voilà, c'est important que les gens sachent un peu ce qui se passe. Surtout que c'est une guerre de communication qui est lancée actuellement. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, bien sûr. Et puis tout ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.